Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ariane Meria. Voici Bastien Meria, qui est mon mari, mais aussi mon partenaire de travail sur ce projet, notamment sur le plan technique. Moi, je vais vous présenter un projet, An Essential Humans, qui est dirigé toujours par la professeure de sociologie Laurence Kaufmann à l'Université de Lausanne. Il a d'abord eu le soutien de l'université, puis un financement FNS, donc le Fonds national suisse, et puis encore un financement d'Agora, qui est une partie du FNS dont la spécificité est d'amener la science dans la cité. Donc pour nous, le but, c'était de collaborer activement avec le public non universitaire. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que ce matin, que je me suis dit que le titre de la conférence n'était pas idéal. Je l'ai un peu changé à la dernière minute. Covid et anthropologie publique, comment créer et penser un espace pour construire la mémoire en collaboration avec les acteurs sociaux. Bon, on peut certainement faire mieux, hein, c'était l'inspiration de ce matin. Alors, pour me présenter, moi, je suis anthropologue et réalisatrice. Et durant mon parcours, je me suis plus particulièrement intéressée aux questions d'éthique dans le cinéma documentaire. J'ai également fait un deuxième master en humanité numérique, dans lequel je me suis intéressée à des aspects tant techniques que théoriques, dans le dialogue qu'Internet et la société entretiennent. Je développe également une méthode de travail qui valorise la collaboration et la co-création avec le public, les acteurs sociaux, qui pour moi est fondamentale dans la pratique du documentaire, mais que j'essaye aussi d'appliquer en général dans tous mes projets de travail. Donc ça, on va le voir plus en détail. Donc voilà, en résumé, je suis utopiste, idéaliste, humaniste. Et pour moi, la discipline anthropologique s'est mêlée avec le numérique comme un terrain de jeu exploratoire pour créer et penser l'espace web comme un espace géographique. Donc tout ça avec un idéal égalitaire. Et c'est un peu comme ça que notre projet est né. Pour cet aspect, je me suis notamment inspirée de l'un des professeurs qui suit d'ailleurs ce projet, Boris Baud, qui a écrit ce super ouvrage où il compare justement Internet à n'importe quel espace géographique. La question qui me fascine, c'est plutôt que d'étudier l'espace dans lequel les individus évoluent, pourquoi ne pas créer nous-mêmes l'espace et permettre aux acteurs sociaux de s'exprimer, de mettre leurs compétences en commun pour mener l'enquête anthropologique en partenariat avec les chercheurs. Donc le Covid, ça a été assez idéal en fait pour mettre en pratique ces questionnements, car l'accès aux espaces physiques avait subi une restriction violente, et donc l'espace numérique devenait un terrain de recherche qui, à mon avis, devait être pensé en termes d'architecture. Alors, avant d'arriver en plein dans le sujet, je vais juste vous raconter quand même l'histoire. Comment on est arrivé à An Essential Humans? Donc, l'histoire du projet. À la base, on avait Co-Vivant, qui a été un bloc de recherche participatif qui a été créé par l'Université de Lausanne à un moment où les laboratoires de recherche étaient désaffectés. Donc, environ avril 2020, début de la pandémie et du confinement. Ce blog, il visait d'une part à recueillir différents types de témoignages et d'observations afin de sauver le phénomène Covid et de nourrir la mémoire collective au fur et à mesure des événements. D'autre part, il servait aussi à pratiquer une sorte de sociologie sur le vif, donc un format blog qui avait l'avantage de pouvoir immédiatement satisfaire aux exigences de la science ouverte et de la mise à disponibilité publique des données. Donc, Laurence Kaufmann, qui m'avait engagée en début 2021, donc presque une année après, pour récolter des témoignages pour ce blog, m'a demandé mon avis. Alors, bien sûr, je l'ai trouvé très bien, mais en tant que grande adepte de l'anthropologie publique, j'ai quand même fait la remarque qu'à mon avis, il était plus accessible pour un public non universitaire. Alors, ma proposition a été la suivante. Pourquoi ne pas créer un espace ludique qui nous échappe, que le public prendrait lui-même en main et utiliserait comme lieu d'expression, une genre d'agora numérique. Donc, ma professeure, sur le moment, est enthousiaste. Elle me laisse élaborer un site spécifique pour le public. Notre première version s'appelle Humans of Pandemics. Je n'ai pas la photo, malheureusement, de notre ancienne version. Il faisait référence au magnifique site Humans of New York. Donc, à ce moment-là, on commence... Ah, j'avais oublié cette slide. Fait référence au... Donc, pardon, je me suis perdue. Voilà, en parallèle, on va à la rencontre du public sur les réseaux sociaux. Le projet commence à prendre et on récolte pas mal de témoignages. Dans cette première version du site, j'avais voulu éviter, en fait, de catégoriser les individus, enfin, de les écraser avec des catégories. Là, vous avez un site arbre, un peu typique. Souvent, on a une page d'accueil. Ensuite, vous allez avoir des catégories avec des sous-catégories et des sous-catégories. Bon, j'ai un peu exagéré pour amplifier le trait. Hein. Mais
Pour moi, c'était un peu problématique parce que déjà, la parole et les aspirations de chacun et chacune me semblaient muselées par ceux qui savent, ceux qui décident, les médecins, les acteurs du gouvernement. Et puis, cette fois, je voulais vraiment mettre le public au premier plan, leur redonner la parole de façon égalitaire. Donc voilà, je voulais éviter ce type de structure. C'est vrai qu'on aime bien ranger les gens dans des cases, mais à mon avis, pour un site, ça rend la navigation plutôt rébarbative. Et la classification, elle devient aussi vite complexe. Les individus n'appartiennent jamais à une seule catégorie. Et ça crée des a priori analytiques qui peuvent être assez déshumanisants. Donc, notre site, on a commencé par le créer en inversant le processus. C'est-à-dire que le récepteur, donc la personne qui va aller sur le site, accède directement au contenu. Donc, ce serait une immense base de données. Vous avez les noms, Edouard, Bibi, Mathilde, Zoé. On est plongé in medias res dans la vie de ces individus et les catégories, les liens entre les portraits vont apparaître, mais en second plan au niveau de la lecture. Donc déjà, on a une grande diversité. L'expérience, elle est plus ludique que d'avancer par catégorie. En fait, c'est un peu comme les pages d'accueil d'un réseau social. Donc, on a fait une page qui s'appelle La Foule, qui porte ainsi assez bien son nom, à mon avis, dans laquelle on peut être à la fois homme, père, infirmier et migrant. Pour les chercheurs qui voudraient analyser ces expériences, la base de données, elle permet alors d'utiliser une même expérience pour divers objets de recherche. Je vais vous montrer ce que cela donne. Donc ça, c'est notre site. Et puis, si je fais comme ça, voilà. Donc voilà, là, vous pouvez naviguer sur cette page La Foule. Et puis, on va prendre, donc c'est un peu une navigation au hasard, on va dire. On va prendre un exemple avec, voilà, cette femme. C'est le témoignage donc d'une femme malvoyante qui explique à quel point le confinement lui a fait du bien parce qu'elle a eu plus de temps. Ici, vous avez le témoignage en images d'un photographe qui illustre sa vie de famille entre joie et tristesse durant le confinement. Un autre exemple, le récit d'un adolescent qui déprime un peu d'ailleurs. Et en fait, quand vous allez arriver en bas, vous avez des tags. Si vous cliquez sur gymnase, gymnase c'est l'équivalent de lycée en France, vous allez trouver tous les autres témoignages qui correspondent à des témoignages de lycéens. Donc voilà, La Foule, il y a des titres, des photos énigmatiques qui vont conduire la navigation. Mais comment on s'y retrouve? Donc, comme je l'ai montré, on a ces tags. Donc, on peut faire des recherches par tag, si on recherche une catégorie précise. On peut également taper n'importe quel mot dans la barre de recherche et puis voir quels témoignages vont correspondre. Mais on a aussi créé un système de liens. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a des liens et il y a des réseaux entre ces histoires. Ça peut être soit qu'il y a des points communs significatifs entre deux récits, ou alors qu'il y a des réseaux qui existent entre les individus. Je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, vous avez le témoignage. En bas, vous avez un bouton « Découvrez la suite de l'histoire ». C'était aussi pour permettre aux gens de réactualiser l'histoire qu'ils sont en train de vivre au fur et à mesure. Donc, une histoire pourrait se passer en 1, 2, 3, 4 postes. Et puis, on a aussi des boutons qui permettent de faire des liens. Voilà. Alors, je vais juste revenir voilà, sur cette image-là. Donc, et puis bien sûr, pour que cette foule reste en mouvement, l'apparition des expériences, elle est totalement aléatoire. Environ toutes les 5 minutes, la foule se réactualise et vous avez une nouvelle page qui s'offre à vous. Ce que je trouve intéressant ici, dans cette manière d'organiser les expériences, c'est que la parole d'un migrant peut côtoyer celle d'un banquier avec la même force. Donc, on a des histoires de personnes qui vivent dans des foyers psychiatriques, on a un sans-abri, des personnes en situation de handicap, des personnes religieuses, etc., etc. Et beaucoup d'adolescents d'ailleurs. Donc, la lancée du site se passe bien. Nous avons des individus qui vont s'approprier l'espace, donc j'étais assez satisfaite. Malheureusement, ou en fait heureusement, il y a le déconfinement, les vaccins, qui vont permettre assez rapidement à la population de retrouver un semblant de normalité. À ce moment-là, c'est impossible de continuer. Plus personne ne veut parler du Covid, plus personne ne veut raconter son histoire. Je crois que c'est ce que vous aviez dit d'ailleurs avant aussi. Il y a un traumatisme social il faut oublier au plus vite.
Donc, la mémoire du Covid devient une non-mémoire. Le public nous évite. Mes amis grincent des dents à chaque fois que je leur parle de mon travail. Alors, que faire? Donc, on ne voulait plus forcer la parole. Et puis, pour moi aussi, en tant que chercheuse, c'était difficile. J'ai perdu mon grand-père qui est décédé du Covid. J'ai vu des familles qui se sont brisées sur la question du vaccin. Nous aussi, notre vie familiale avait été dure avec le confinement. Donc, autant dire que ce projet, il devenait un peu lourd, épuisant. On en avait marre. Mais bon, on a un budget national qui nous a été dédié, donc on est quand même un petit peu obligé de continuer. Comment faire? Donc ça, c'est l'un de nos interviewés, un chorégraphe, chorégraphe donc de danse, qui travaille avec des jeunes dans des quartiers défavorisés qui nous donne la solution. Donc, durant une interview, il va se placer avec colère. Les ados se scarifient, ils dépriment, ils ont des idées suicidaires. Moi qui les aide, on m'a traité de non essentiel. Alors, je vais vous montrer quelques extraits bruts de cet entretien. Qui se scarifie, qui tombe en dépression. On a un très haut taux de suicide juvénile qui ne fait pas le débat dans ce pays. Pas assez, à mon goût. Nous, on n'a pas la solution, mais on dit parlons-en. En fait, l'humanité, elle est divisée en deux, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui ne pigent pas, qui ne sentent pas ce qui est réellement essentiel. Et puis être targué de non essentiel pendant tout ce temps, alors que c'est toute notre vie qui est en jeu, et ensuite la stabilité de beaucoup de gens qui travaillent, qui s'épanouissent, qui se développent, qui se présentent, qui recherchent ici. Non essentiel. Et pour moi, médiatiquement, il n'aurait jamais dû être prononcé. Moi, j'ai une différente vision de ce qui est essentiel. OK? Et j'ai très mal vécu et très mal pris le fait que des gouvernements osent définir les activités culturelles comme étant non essentielles, tout en érigeant les Black Friday comme étant des activités promues, en fait. Voilà. Donc là, la thématique, elle est lancée. Le Covid nous permet d'ouvrir un débat public et philosophique. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel à notre existence? La seule survie du corps biologique peut-elle être vraiment souhaitable? Des personnes âgées qui meurent seules dans des EMS sous prétexte qu'on veut les protéger. Jusqu'où va notre désir de survivre? Dans quelles conditions la survie devient-elle vraiment préférable à la vie? Alors moi, je n'ai pas de réponse, évidemment, à toutes ces questions, car elles vont dépendre de chacun, de son vécu, de son histoire, de sa philosophie. Donc, pour moi, c'est un sujet fascinant qui est inhérent au virus et à sa mémoire. Et donc, on lance le projet Humans of Pandemic devient Unessential Humans, les humains non essentiels. Notre espace web se transforme dans une nouvelle agora où le Covid est un fantôme lointain, présent, mais discret. Le public s'approprie ce nouveau débat avec lequel il est en accord. Parce que si c'est difficile pour lui de lutter contre le virus, c'est par contre beaucoup plus facile de se rebeller contre le bouleversement d'un système de valeurs imposé par le gouvernement. L'introduction de notre page La Foule, je vous la lis. Le Covid a bouleversé notre système de valeurs. Danser est devenu un acte de résistance, embrasser une atteinte à la solidarité. L'État a dû tracer une frontière entre ce qu'il jugeait essentiel ou non essentiel. Pendant près de 2 ans, nos vies ont été ainsi empêchées, donnant peu de prise aux récits individuels et collectifs. Et pourtant, c'est en racontant nos expériences, qu'elles soient mineures, marquantes ou tragiques, que nous pouvons dépasser les épreuves que nous avons traversées. C'est aussi en mettant en commun nos expériences que nous pouvons réaliser que toutes les vies sont essentielles. En offrant un espace de partage, Unessential Humans souhaite contribuer à cette mise en commun. Et ça marche. Donc, voilà, nous commençons à récolter des témoignages. Et donc, on commence à récolter quand même beaucoup de témoignages, alors que le Covid, c'était la catastrophe, plus personne ne voulait parler. Là, ça marche. Donc, je vais vous présenter, je vais profiter de vous montrer notre page Instagram, parce qu'on a un Instagram. C'est comme ça. Donc, ici, c'est le témoignage, un extrait du témoignage, vous pouvez l'écouter en entier sur notre site, d'une vendeuse qui travaille dans un magasin de bricolage, aliments, jardinage. Le titre s'appelle « Allez, vas-y, file-moi un deuxième paquet de papier toilette ». Et puis, ça se lance toujours sans le son. Et non. La question d'essentiel et non essentiel a rapidement été une source de discussion avec mes collègues.
franchement, on n'était pas toujours d'accord avec les décisions du Conseil fédéral. Par exemple, chaque année, nous vendions toujours des plants de pommes de terre, des plants de salade, d'oignons, etc. Lors du premier confinement, nous n'avions plus le droit d'en vendre. C'était difficile. J'ai des clients qui, depuis 8 ans que je travaille ici, viennent pour acheter de quoi faire leur jardin. J'ai assez mal vécu le fait de ne pas pouvoir leur vendre ces éléments considérés comme non essentiels, alors qu'en parallèle, je pouvais vendre du coca. Là, pour moi, la notion de essentiel était biaisée parce que des boissons sucrées et gazeuses, ça n'a rien d'essentiel. Par contre, faire son jardin pour subvenir à ses besoins alimentaires, ça, pour moi, c'est l'essentiel. De la même façon, j'ai pas trouvé normal de ne pas pouvoir acheter des chaussures à mon fils qui grandit, mais encore une fois, je pouvais lui acheter des bonbons. Voilà, donc on aura beaucoup de témoignages de ce type-là qui vont se mettre en place, qui vont être diffusés. Et puis même, notre public s'élargit. Donc là, c'est une parenthèse, j'ai oublié d'en parler quand même. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails parce que voilà, ça leur tourne. Mais l'expérience est incroyable. C'est-à-dire qu'on va élargir notre public et avoir une collaboration avec le Sri Lanka, et pas n'importe qui au Sri Lanka, donc avec des femmes tamoules du nord du Sri Lanka. Pour nous, c'était super intéressant d'établir un dialogue sur cette question de l'essentiel avec un pays qui, en ce moment, souffre d'une crise sociale, politique et financière sans précédent. Donc, on va avoir une grande discussion qui va arriver avec des femmes, justement, qui vivent dans une culture qui est complètement différente que la nôtre, qui ont d'autres valeurs, mais aussi, on va voir à quel point on s'éloigne sur cette question, mais aussi nos accointances philosophiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une partie du site, il y a des petits logos qui est traduite en tamoul. Donc voilà, le projet fonctionne, c'est génial. On décide de persévérer, d'aller plus loin. Donc c'est bien de récolter ces témoignages, mais qu'est-ce qu'on en fait? Dans cette optique de sociologie publique, l'idée c'était aussi de permettre aux individus de s'approprier le débat, pas seulement en témoignant, mais aussi en analysant. Donc on va leur mettre à disposition des outils, en l'occurrence des outils sociologiques. Et pour cela, une nouvelle page apparaît, c'est la page des éclairages. Ah, oui, c'est bon. Donc, les éclairages, c'est des aspects théoriques. Et reprenons l'exemple de Angelo. Tout a commencé avec ce non essentiel. Angelo s'est senti insulté par le terme non essentiel. Mais qu'est-ce qu'une insulte? Donc, j'ai écrit ce texte sur la question avec Laurence Kaufmann. Donc, c'est un texte qui est académique, mais quand même vulgarisé pour le public. Il inaugure notre page des éclairages. Mais bon, soyons réalistes. Qui va le lire? Donc, il y a certaines personnes, bien sûr, qui viennent sur le site qui vont le lire. Mais c'est sûr que les adolescents dont je parlais avant, il y a peu de chances qu'ils aient envie de lire tout l'éclairage. Alors, on avait quand même envie d'essayer de capter leur attention et de les intégrer dans le débat et de les amener, en fait, à découvrir cette page-là. Donc là, pareil, on fait l'expérience sur Instagram. Alors, avec une vidéo où on essaye en 1 minute de résumer notre éclairage. Je mets moins fort. Voilà, donc c'est quand même 4 jours de boulot, je tiens à dire qu'il y a du job derrière des petites vidéos comme ça. C'est énormément de travail, tout ce projet.
Et donc, j'ai accès aux statistiques du site et notamment à comment les individus vont venir visiter notre site. À chaque fois qu'on fait un post Instagram, on a quand même un gros boom au niveau des visiteurs. Donc, c'est toujours assez intéressant. Je peux dire que ça marche. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment faire de l'anthropologie sur Instagram? Je suis assez critique sur ce genre de démarche et puis, je n'ai pas le temps d'en parler malheureusement, mais voilà, c'est quand même une question un peu délicate. Bon, donc voilà, on a tous ces témoignages, on a des outils analytiques, mais maintenant, il va falloir réunir tout ça pour produire une étude. C'est quand même le but. Donc pour ça, nous avons créé un journal de bord. Alors, à la méthode Instagram, que nous allons écrire au fur et à mesure de notre enquête, qui est dérivée donc du Covid. Donc, ce journal de bord, il va quasiment être saisi en temps réel. Est-ce que... Voilà. Donc, c'est ce journal de bord qui va nous permettre à la fois de faire un lien entre les témoignages et les éclairages, mais aussi d'amener le public à se mettre dans la peau d'une anthropologue. Donc, voilà. Et on ne s'arrête pas là, parce que comment est-ce qu'on va rendre au final cette enquête? Bien sûr, il y a le site Internet qui a un premier rendu, une première mémoire, si on peut dire. Mais bon, Bastien et moi, on travaille dans la vidéo. Donc, en d'autres termes, notre grand final, ça va être un documentaire avec le but de créer un film collaboratif. Ça veut dire qu'à partir de ça, à partir de ce site, des éclairages, des témoignages, on va inviter le public à influencer le montage et donc la conclusion de tout ce travail. Donc là, c'est un gros morceau. Je ne peux pas non plus aller dans les détails. Par contre, on a des flyers qui sont là, si jamais vous pouvez prendre, qui parlent du projet de film. Et donc, ça va être le projet pour le semestre prochain. L'idée, c'est que le public va interférer sur le travail filmique, qui va être reconnu comme co-créateur et que son nom va apparaître au générique. Donc voilà, pour cet idéal de co-création, j'aimerais d'ailleurs mettre l'accent sur un aspect super important, c'est que la qualité de ce projet, elle ne dépend pas de moi ou de Laurence Kaufmann. Nous, on a un bagage théorique qui nous condamne quand même à une certaine manière de partager nos enquêtes, principalement à travers du texte. En d'autres termes, on sait utiliser Word. Mais pour réaliser un projet comme celui-là, on a besoin de mettre en commun les compétences d'un grand nombre d'acteurs sociaux qui se trouvent hors des murs de l'université. Et c'est drôle, je fais une expérience avec Bastien, c'est que je dis souvent dans le cadre universitaire qu'avec Bastien, on est assez complémentaires, que je suis l'intello et que lui, c'est le technicien. Et souvent, les gens, ils font oh, « non, mais non ». Comme pauvre Bastien qui est traité de technicien. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas du tout dénigrant d'être un pro de la technique. Je voulais juste vous dire ça parce que c'est... Ouais. Ce que Bastien m'explique des fois, donc je ne sais pas si vous saviez que par exemple, la fréquence d'échantillonnage de l'audio n'est pas la même pour un podcast que pour un film. Donc, visez plutôt du 48 kHz pour la vidéo et du 44,1 kHz pour un podcast. OK. Une autre chose importante, il est préférable de tourner avec une courbe de gamma logarithmique avec une compression de la couleur en 4,2 dBits pour viser un étalonnage de meilleure qualité. Voilà, vous n'y comprenez rien, moi non plus. Je peux vous dire que Bastien comprend nettement mieux mes théories sur Goffman que l'inverse. Donc voilà, il est beau notre site, moi j'en suis très fière, mais c'est des heures et des heures de travail avec une graphiste, avec des heures de code. Et pour finir, j'aimerais aussi parler des photos. Les photos qu'il y a sur notre page La Foule sont presque uniquement des photos de photographes suisses, professionnels ou amateurs. Sur cette image, on a Guillaume Perret qui a gagné le prix suisse de la photographie. Lui, il a collaboré activement au projet, il nous a donné accès à ces images. Et donc, il a permis vraiment à cette recherche de se déployer. Donc, bien sûr, il y a un intérêt esthétique. Déjà, on a quelque chose de plus intime que lorsqu'on prend des photographies sur des banques d'images libres de droit, mais aussi, chaque photographe, quand il va lire le texte auquel a été associée sa photographie, il va faire quoi? Il va la partager sur son réseau social. Donc, d'autres gens vont la lire, ses amis vont la lire. Pareil pour la personne qui a témoigné. On a eu des acteurs qui ont interprété les podcasts. De la même manière, ça crée du réseau. Et donc, ce que je trouve génial en fait avec cette idée, c'est que plus on fait venir le public et on le fait interférer avec ses compétences, plus en fait la recherche s'agrandit et les réseaux se forment. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une mise en valeur aussi des compétences de ce public. Et donc, en tant que chargée du projet, je dirais que j'étais plutôt comme une chef d'orchestre, une organisatrice, mais que je ne peux pas m'attribuer les mérites de l'expérience, parce que justement, c'est le public qui l'a créé avec nous. Et voilà. Et si vous voulez plus de détails, ça, c'est notre site internet qu'on vient de mettre en ligne. Et puis, il y a 2-3 choses là-dessus, notamment par rapport à l'idée de collaboration aussi. Voilà, je finis.